Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui sera consacrée à mon bilan culturel du mois de décembre. Il y a pas mal de longs métrages que j'ai pas pu faire ce mois-ci, que je vais rattraper et que j'espère vous présenter le mois prochain, comme Les Bonnes Étoiles par exemple, comme Le Parfum Vert aussi avec Vincent Lacoste que je voulais absolument voir. Bref, j'espère que j'aurai l'occasion de le rattraper et qu'on pourra en parler le mois prochain. En parlant de Vincent Lacoste, justement, il est au cœur du premier film dont je vais vous parler, qui se prénomme Le Lycéen de Christophe Honoré. Salut, enchanté. Si tu veux sortir ou... Non, il reste à l'appart. Je vais filer de l'argent pour qu'il prépare à manger. Il t'exploite déjà, ton frère? J'aimerais autant que tout soit léger comme une plume. Moi, je suis libre. Il est libre. Le Lycéen est sorti à la toute fin du mois de novembre, le 30 novembre plus exactement, et on y suit Lucas, donc qui a 17 ans, et qui va se retrouver confronté au décès de son père. Avec l'aide de son frère, donc monté à Paris, et de sa mère avec qui il vit désormais seul, il va devoir lutter pour apprendre à espérer et aimer à nouveau. Christophe Honoré aime ses acteurs et ça se voit avec le lycéen en fait, dont la principale thématique est le deuil, il leur offre un immense espace d'expression. Sa mise en scène, elle vient saisir leur jeu et le sublimer, au point de faire parfois primer même la performance sur leur personnage, mais qu'est-ce qui crève l'écran en fait ces comédiens? Le film traite de la thématique du deuil et comment en fait accepter sa propre tristesse, le fait de ne pas aller bien face aux injonctions à la bonne figure. Est-ce que vaut mieux ignorer sa peine et garder la tête haute? C'est des questions que le personnage principal va se poser et fait le jeu de Paul Kircher est impressionnant puisque on ressent vraiment toutes les larmes, toute la détresse, l'étincelle de joie aussi qui est présente parfois dans la douleur et qui fait culpabiliser parce qu'après un tel drame on se dit mais mince, comment est-ce que je peux sourire en fait à nouveau? Et ce chaos dans l'esprit, Christophe Honoré il le connaît bien puisque lui aussi a vécu la perte de son père à un âge assez jeune, durant l'adolescence. Le film, donc avant le départ à la capitale de Paul, avant qu'il rejoigne son frère, interprété par Vincent Lacoste, à Paris, eh bien, durant une quarantaine de minutes à peu près, Christophe Honoré va venir filmer frontalement le deuil, donc que ce soit les moments partagés à deux, entre père et fils, jusqu'au dîner, suivant les funérailles. Et dans un second temps, le film va plutôt se pencher sur la reconstruction de Lucas, je m'embrouille. Bref, va se pencher donc sur la reconstruction de Lucas, sur la lente reprise de la vie, quand l'absence en fait commence à se faire sentir vraiment et que la sensation de manque s'installe. Il y a un procédé narratif qui me dérange dans le film autant qu'il me plaît. J'ai un peu de mal à me positionner vis-à-vis de ça. C'est le fait que le film soit entrecoupé de courtes séquences où Lucas raconte ses émotions, donc ce qu'il a vécu à tel ou tel instant. En fait, il s'adresse à quelqu'un, il n'y a pas de doute là-dessus, sauf que on ne saura jamais qui est cette personne. Il explicite ses pensées. Moi je trouve que c'est un apport, ça permet vraiment de comprendre toute la lutte intérieure qui se joue en lui, la lutte de ses sentiments, mais qui est l'interlocuteur de Lucas en fait? Parce que la question, elle aurait pu être tuée dans l'œuf tout simplement en posant une voix off. Il n'y avait pas forcément besoin, je trouve, de faire ces séquences avec Lucas face cam qui explicite ses émotions, puisque ça aurait pu être dit dans une voix off. On passe au film du mois de décembre avec le long métrage Sous les filles de Erich Seiri. Ce film est sorti le 7 décembre et prend place au nord-ouest de la Tunisie où des jeunes femmes travaillent à la récolte des figues. C'est l'été et sous le regard des ouvrières plus âgées et des hommes, elles flirtent, se taquinent, racontent leurs amourettes aussi. Disons qu'au fil de la journée, le verger va devenir le théâtre d'émotions où se jouent les rêves et les espoirs de chacune. Erich Seiri, c'est une réalisatrice franco-tunisienne qui a été tourner ce film dans la région de son père, en Tunisie. Le film prend place sur un seul jour de cueillette. Nous débarquons donc dans ce verger en même temps que les personnages, au petit matin. Et pour le coup, le terme débarquer vraiment me semble être le mot approprié, puisqu'on arrive dans des relations déjà construites qui ne sont jamais introduites au spectateur. Il prend le train en marche, on va dire. Il doit saisir ce qui est dit dans les conversations pour comprendre l'amourette d'une ou bien le problème de l'autre. Scène après scène, les pièces s'assemblent, se complètent pour donner forme à ces problèmes que le spectateur appréhende petit à petit. C'est un film qui parle beaucoup, on y évoque la domination masculine, le mariage d'amour ou bien encore l'avenir incertain, le tout sous l'œil des femmes plus âgées qui n'hésitent pas à dispenser leurs plus ou moins bons conseils. En tout cas, libre au spectateur d'en tirer des enseignements. Les jeunes femmes au cœur d'histoire impressionnent par leur fraîcheur, par leur spontanéité. La caméra est au plus près de leur visage en fait pour mieux capturer leurs émotions. Troisième film dont je vais vous parler, qui est également sorti le 7 décembre, il s'agit des Pires de Lisa Coca et Roman Guéret. J'étais sur le film. C'était bien?
Trop bien. Le film où il montre que des cassasses là. Pourquoi tu dis ça, wesh? T'es payé pourquoi? Pour tourner dans le film, cousine. Monsieur, prenez le sac. Contracteur, hey, il vomit sur commande, je vous jure. Fais gaffe quand tu discutes et que j'ai pas éteint ton micro parce que j'entends tout. Un tournage va avoir lieu à la cité Picasso, à Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France. Lors du casting, on a 4 adolescents qui vont être choisis pour interpréter les rôles principaux. Sauf que dans le quartier, tout le monde se pose la question. Pourquoi avoir choisi les pires? Les 2 réalisatrices, Lisa Coca et Romane Guéret, sont des habituées des castings sauvages qu'elles ont menés en fait à plusieurs reprises, donc elles savent comment repérer les talents, comment gérer les tempéraments, et donc pour les pires, elles partent de leur expérience. En fait, le postulat de départ, il est assez simple, hein. Il s'agit de raconter un tournage dans un quartier populaire de Boulogne-sur-Mer. Le film vient interroger l'éthique. Comment est-ce que les enfants vivent cette expérience? Comment est-ce qu'ils vivent ce moment? On pourrait même y voir une forme d'introspection sur le propre travail qu'elles ont mené durant des années, même si c'est pas dénué d'autodérision. Elles sont conscientes des dérives que cela peut engendrer, des erreurs peut-être aussi qu'elles ont commises précédemment, et elles n'hésitent pas à montrer les limites de ce processus à travers le personnage du réalisateur. Sa caméra perverse, qui n'hésite pas à filmer de manière très longue une dispute entre enfants, une réelle dispute je veux dire entre enfants, son énervement aussi lorsque les choses ne vont pas dans son sens. Pour autant, il ne s'agit pas de s'acharner sur l'équipe de production du film, puisque elles en montrent aussi le bien, voilà, elles montrent aussi le bien de la profession, que ce soit le rôle de confident, le repas au tacos partagé avec ce talent brut, les affinités naissantes aussi entre les membres de l'équipe, sans oublier la valorisation des enfants, parce que ici il s'agit de choisir les pires pour en tirer le meilleur. Les jeunes acteurs qui jouent ces enfants impressionnent par leur franc-parler et par la violence aussi sous-jacente à leurs propos. Il y a quelque chose quand même qui moi m'interrogeait avant de visionner le film, c'était la stigmatisation, parce qu'en filmant un quartier défavorisé, il y avait quand même le risque de tomber dans le zoo, dans le spectacle de la misère, entre guillemets. Et le tout se fait avec un grand respect finalement. Il s'agit de montrer que ces enfants, quelles que soient leurs origines sociales, sont comme n'importe quel autre enfant. Il y a un personnage du film qui le dit très bien, ce sont des gens qui ont des aspirations, qui ont des rêves. On va parler d'un film d'animation fait par le grand Guillermo del Toro. C'est sa propre version de Pinocchio, sorti le 9 décembre sur Netflix. Over there. What is that? Papa! It speaks! He's just a puppet. No, I'm not. I'm a real boy. Le film prend place en Italie durant l'ascension de Mussolini. Et officiellement, le film est décrit comme une histoire d'amour et de désobéissance, alors que Pinocchio a du mal à être à la hauteur des attentes de son père. C'est une réécriture, je pense que vous l'avez compris, de l'histoire publiée dans les années 1880 donc par Carlo Collodi. Ici, il y a une volonté d'inscrire le conte dans un contexte historique, en l'occurrence à la Seconde Guerre mondiale et donc l'ascension de Mussolini. Il y a la présence de figures historiques, comme Mussolini, je le répète, mais aussi l'attaque sur des villages civils, la propagande ou bien encore l'embrigadement de la jeunesse. Le Pinocchio de Guillermo del Toro, il est à l'image de sa conclusion. Il est doux et amer. L'existence même de Pinocchio, en fait, correspond à cette idée-là, puisqu'il prend vie pour combler le cœur meurtri de Geppetto. Il n'existe que pour remplacer un autre, et dans l'étincelle de joie que procure Pinocchio à Geppetto, lui, il y voit le sourire en fait de son fils. Et ouais, le sourire s'estompe, remplacé par la douleur de la perte. La technique est époustouflante, il n'y a rien à dire là-dessus, à commencer par le travail d'orfèvre qui est mené sur les pantins, puisque il s'agit de stop motion, donc c'est vraiment déplacer les pantins un à un pour les animer, c'est un travail impressionnant, et ouais, il convient de saluer ce travail-là, ainsi que le travail de doublage mené par les comédiens, dans lequel en fait on sent toute la volonté de ces acteurs à donner vie à ces personnages. Je pense à Ewan McGregor qui est extrêmement expressif dans le rôle de Jiminy Cricket. On a l'innocence aussi de Pinocchio dans la voix du jeune Gregory Mann. Pour le coup, ouais, c'est vraiment un beau travail qui a été mené entre les animateurs et auquel donc sont venus se rajouter les voix des comédiens. Des hommes bleus un peu partout, vous n'avez pas pu échapper, je pense, depuis sa sortie le 14 décembre. C'est la grande sortie du mois, voire la grande sortie de l'année. 13 ans après le premier opus, Avatar revient au cinéma. C'est donc le nouveau long métrage de James Cameron, Avatar, la voix de l'eau.
Le film se déroule plus d'une décennie après les événements du premier Avatar, et Jake Sully a fondé une famille sur Pandora. Il a des enfants, il vit paisiblement avec son épouse Neytiri, sauf que les ennemis venus du ciel, donc les hommes, vont revenir pour mener de nouveaux conflits. C'est beau, sans conteste. De toute manière, une virée sur Pandora, ça se fait toujours avec un grand plaisir. Et c'est vrai que cette planète, elle a tant de choses à offrir. La découverte de ce peuple de l'eau en est la preuve, c'est que il reste de nombreuses contrées à découvrir, chacune avec ses propres spécificités, et James Cameron le dit bien, il y a tant de paysages, tant de cultures, tant d'apparences singulières à exploiter que Avatar, on est sur un univers qui est extrêmement extensible, à condition d'embaucher un scénariste, au risque de retomber dans la redondance. On est sur un méchant recyclé, accompagné d'une distinction gentil-méchant bien trop épaisse, c'est beaucoup trop manichéen, il y a une morale écologique importante bien sûr, mais trop criante en fait, elle est trop visible je trouve pour que ça soit réellement efficace. Il n'y a pas de grands efforts non plus en termes de narration, puisque l'exposition et la conclusion reprennent la même idée, c'est Jake Sully qui fait la voix off. Voix off qui est inutile d'ailleurs parce qu'elle a aucun apport et c'est vraiment une façon assez paresseuse de nous présenter les tenants et les aboutissants de l'histoire. Pour autant, je doute qu'on cherche plus lorsqu'on regarde Avatar la voix de l'eau. Moi, je nierai pas le plaisir que j'ai eu devant ce film. James Cameron, il offre un divertissement à l'américaine qui est cliché, oui, mais distrayant. Et franchement, même 13 ans après le premier opus, son univers, il fascine toujours autant par sa beauté et son réalisme. Et je vous le dis, 3h15, ça m'a presque semblé trop court. Si je vous dis Daniel Craig dans un bain, fiancé à Hugh Grant et qui joue à Among Us, ça donne envie, pas vrai? Eh ben, c'est le personnage qu'on retrouve dans le long métrage du Glass Onion de Rian Johnson, sorti le 23 décembre sur Netflix. I've invited you all to my island. Because tonight, a murder will be committed. My murder. Once you're dead, will we still be able to talk to you? Yeah, I'm not playing dead the whole weekend, dude. This is truly delightful. Ce personnage interprété par Daniel Craig, c'est le grand détective Benoît Blanc, qu'on retrouve dans de nouvelles aventures qui font suite au film À couteau tiré sorti en 2019. Vous serez attentifs au choix des mots, je n'ai pas parlé de suite, mais bel et bien de nouvelles aventures, puisque Rian Johnson explique qu'à la manière de Hercule Poirot ou de Sherlock Holmes, il s'agit d'aventures indépendantes les unes des autres. Le seul point commun entre ces différentes aventures, entre ces différentes enquêtes, c'est la présence de Benoît Blanc. Hormis ça, il n'y a aucune trame narrative qui lie ces différents films. Vous pouvez donc les regarder dans l'ordre que vous voulez et vous pouvez regarder Glass Onion sans avoir vu À couteau tiré. Cette fois, direction la Grèce pour le détective Benoît Blanc qui doit résoudre un mystère entourant un milliardaire, les génies de la technologie et sa bande d'amis extrêmement riches et haute en couleurs. Avec Glass Onion, Rian Johnson confirme sa position, le public et la critique l'adorent. Si on apprécie autant les enquêtes de Benoît Blanc, c'est parce qu'elles sont fun. La réalisation, elle est dynamique, les personnages, ils sont haut en couleurs, je le disais, et puis l'humour est efficace. Il maîtrise ça avec une main de maître, et j'ai pas peur de dire que Johnson est en train de réinventer le genre policier avec sa série de films. Et puis comment ne pas évoquer Benoît Blanc quoi, merveilleux Daniel Craig qui, comme je disais en introduction, joue à Among Us dans son bain et est fiancé à Hugh Grant, et puis on a ses réactions qui sont totalement délectables et en décalage avec ce milieu bourgeois auquel il est confronté dans ce film. J'ai vu des critiques disant que les personnages étaient caricaturaux, et c'est vrai, le scientifique qui n'est pas d'accord avec le génie de la technologie, on a l'ancienne célébrité qui désire retrouver sa gloire, oui, ce sont bien des caricatures, et c'est ce qui fonctionne, parce qu'en fait l'objectif c'est de prendre des éléments de notre société et les grossir pour en faire des éléments comiques. Le film dont je vous parlais à présent est également une caricature, cette fois-ci une caricature de notre société de consommation, du capitalisme plus particulièrement, c'est le long métrage Megan par Gerard Johnstone, sorti le 28 décembre. Ever since I was little, I dreamed of this perfect toy that would protect a kid from ever feeling lonely or sad. This is Megan. Hi, Megan. I'm Katie. It's nice to meet you, Katie. Do you want to hang out? Okay. Tout commence par Gemma, donc une brillante roboticienne qui travaille dans une entreprise de jouets. Gemma va mettre au point Megan, une sorte de poupée humanoïde capable de parler. Lorsqu'elle va se retrouver, bien malgré elle, en charge de sa nièce de 8 ans, elle va décider d'offrir Megan à sa nièce. Sauf que cette décision va entraîner des conséquences dramatiques. La communication autour de Megan, elle est trompeuse parce que tous les bandes annonces qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux ou bien sur YouTube nous vendaient un film horrifique.
Ce n'est pas le cas. Avec Megan, on est plutôt dans du fantastique. Il y a bien une tentative d'aller dans l'épouvante, sauf que l'effet n'est jamais là, puisque les scènes sanglantes sont suggérées, les sursauts ils sont attendus, hein, mais c'est normal parce que ce n'est pas là que Megan veut aller en fait. Il s'agit d'une critique du capitalisme, avec des adultes qui ne voient pas ou qui refusent l'évidence. Autrement dit que cette idée, qui bien qu'elle puisse rapporter énormément d'argent, était un mauvais plan dès le début. Pourtant, ils vont continuer à essayer de la faire fonctionner, à essayer de vendre Megan à de nombreux enfants, malgré le fait que ça soit l'une des pires idées qui ait jamais été inventée, quoi. Regardez sa tronche, elle est terrifiante. Tu la vois, tu sais d'avance qu'elle va commettre des crimes. C'est un film qui se veut cynique, mais le problème c'est que le public, on lui a vendu un film horrifique, et donc il va voir Megan en s'attendant à frissonner, là où ce n'est pas le cas, et donc il y a ce risque que, à cause de cette communication trompeuse, le public lui-même passe à côté du message du film. J'ai aimé l'aspect de cette poupée, hein, vous la voyez à côté. On a en fait pour la réaliser une jeune actrice qui portait un masque, ce qui permet donc d'avoir d'un côté un visage robotique figé, qui certes a des expressions mais qui sont vraiment limitées, et à côté des gestes corporels extrêmement fluides. On a cette séquence où Megan danse, et l'œil humain en fait est perturbé, voire mal à l'aise face à Megan, parce que on a cette contradiction qui est inhabituelle. D'un côté ce visage de poupée, voilà, qui est plutôt statique, et de l'autre un corps mouvant en fait, comme le corps de n'importe quel humain. Mais bon, même en prenant ce film comme une satire, le récit il reste prévisible. Il suit un chemin balisé, il n'y a jamais de surprise, et honnêtement, malgré l'idée qui est intéressante de faire une critique du capitalisme à travers un jouet qui va devenir diabolique, c'est pas réussi quoi. Donc franchement, je vous invite à passer votre chemin. Dernier film de l'année, donc sorti le 28 décembre, c'est Les Banshees d'Inisherin par Martin McDonagh. Call him Sonny Larry. Didn't you and he used to be the best of friends? We're still the best of friends. No, you're not. Who says we're not? Sit somewhere else. Now, if I've done something to you, just tell me what I've done to you. But you didn't do anything to me. I just don't like you no more. You liked me yesterday. Le récit prend place sur Inisherin, donc une île isolée au large de la côte ouest de l'Irlande, où on a deux compères de toujours, Pedrek et Colm, qui se retrouvent dans une impasse lorsque Colm décide du jour au lendemain de mettre fin à leur amitié. Abasourdi, Pedrek qui n'accepte pas en fait de mettre fin à cette relation et tente par tous les moyens de recoller les morceaux. Mais les efforts répétés de Pedrek ne font que renforcer la volonté de Colm de mettre fin à leur relation, au point que Colm va finir par lui poser un dilemme désespéré qui va entraîner des conséquences terribles. Les Banshees d'Inisherin, c'est une tragicomédie où on rit et on pleure simultanément. On rit dans le sens où il y a un certain comique de répétition dans les dialogues qui est efficace, et forcément dans la dernière partie du film on tremble en fait, on frissonne vraiment devant ce qui se passe, tant ça déchire le cœur de voir ces deux êtres qui ne se comprennent plus, qui ne parviennent plus en fait à ressouder leur relation. De prime abord, Les Banshees d'Inisherin, c'est un film qui traite de l'amitié bien entendu, mais ça parle de manière plus large de la solitude, et surtout, et moi c'est une thématique qui me tient particulièrement à cœur, c'est la thématique de la vanité de la vie, du sens de l'existence de manière générale en fait, puisque Colm, en mettant fin à cette relation, va dire « Mais Pedrek, je vais bientôt mourir, qu'est-ce que je vais laisser derrière moi ?» Et cette thématique de l'accomplissement, je pense qu'on est beaucoup à y songer, plus le temps passe, on se dit « Mince, ok, la vie avance, le temps passe, mais finalement, qu'est-ce qui va rester de mon passage sur Terre ?» La réalisation est léchée, on est face à de beaux paysages, visuellement c'est sublime, d'autant plus que Martin McDonagh donc, a tendance à mettre ses personnages en scène dans de grandes étendues naturelles, et ouais, ils sont seuls, vous savez, dans ces grands paysages presque lunaires en fait, tant c'est des paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir, on va dire, et visuellement c'est un régal pour les yeux. C'est donc l'heure des traditionnelles cérémonies de récompense, et certaines d'entre elles ont déjà commencé à remettre leur prix. Et pour les Banshees d'Inisherin, Colin Farrell a reçu le Golden Globe du meilleur acteur, largement mérité selon moi, tant dans ce film il dégage une candeur assez impressionnante. Ce serait tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire les films que vous avez récemment vus, ça m'intéresse, et sur ce je vous dis à la prochaine.